Alors, je vous souhaite la bienvenue à la Maison du développement durable. Josie Duplessis, je suis la directrice générale. Ça fait du bien de voir des gens. Malgré la pluie, vous êtes venus. Merci. On a l'honneur d'accueillir ce matin la Fondation du Grand Montréal qui lance les signes vitaux sur la condition des femmes et des filles. Alors, évidemment, pour moi et l'ensemble de l'équipe de la Maison du développement durable, avec qui on a un partenariat très stratégique et intéressant avec la Fondation. C'est une occasion de partager les enjeux, surtout les défis et les opportunités qu'on a de croissance. Quand on connaît les défis, on est plus capable de les surmonter. Donc, merci d'être présent. Puis je passe la parole à Karel Méran, qui est le PDG de la Fondation, qui va faire la suite de maître de cérémonie pour l'activité. Merci. Merci beaucoup, José. Je suis content de me retrouver ici dans ce qui est mon ancienne maison, parce que j'ai travaillé quand même 10 ans dans ces murs. Merci à toutes et tous qui êtes ici aujourd'hui. On voit qu'on est dans le monde post-COVID et que des fois, la pluie retient des gens chez eux. On a plusieurs personnes en ligne. On avait 130 inscriptions ici aujourd'hui. Donc, il y a des gens probablement qui vont continuer à arriver, puis des gens peut-être qui ont décidé de se joindre en ligne compte tenu de cette météo magnifique que nous avons aujourd'hui. La Fondation du Grand Montréal veut reconnaître la présence ancestrale des communautés Kanien'kehá:ka, de Kanawake et Kanesitake, qui occupent historiquement le territoire aujourd'hui connu comme le Grand Montréal. Elle désire aussi souligner que ce territoire a également accueilli au fil du temps plusieurs nations autochtones qui s'y sont établies à différents moments dans l'histoire. Encore aujourd'hui, une population autochtone diversifiée, incluant des membres des Premières Nations, des Inuits, des Métis, réside sur ce territoire dans des conditions socio-économiques variées. Le Grand Montréal est un territoire qui a longtemps servi de lieu de rassemblement et d'échange entre les premiers peuples et est historiquement le lieu où la Grande Paix de Montréal a été signée par 39 Premières Nations en 1701. C'est dans un esprit de paix, de justice et de réconciliation et en s'inspirant des savoirs des premiers peuples que la FGM œuvre au mieux-être des communautés et à la protection du territoire du Grand Montréal aujourd'hui et pour les générations à venir. Encore une fois, merci d'être avec nous ce matin pour le lancement de ce rapport Signes vitaux 2022 de la Fondation du Grand Montréal qui porte sur la situation des femmes et des filles. L'Institut du Québec est ici avec nous ce matin pour vous présenter les principaux constats contenus dans le rapport. Peut-être que vous en avez déjà pris connaissance dans l'article dans la presse ce matin qui résume certains faits saillants. Il y a plusieurs personnes ici que je veux remercier pour leur contribution parce que sans cette contribution-là, ça aurait été impossible de vous produire une étude d'aussi grande qualité. Tout d'abord, les membres de l'équipe de la Fondation du Grand Montréal qui ont travaillé pour livrer le rapport, particulièrement Marion Dahl. Marion. Ah, salut Marion. Conseillère aux signes vitaux, Catherine Fusette, qui doit être pas loin non plus. Ah, là-bas, merci. Directrice Affaires publiques, communication. Merci encore à l'équipe de la Maison de développement durable qui nous reçoit aujourd'hui dans le cadre du partenariat qu'on a avec la MDD. Merci particulièrement à nos amis collaborateurs de l'Institut du Québec, Daï Diallo, économiste principale, ainsi que Mia Homsi, présidente directrice générale. Merci encore pour votre travail rigoureux. Où sont-ils? Bon, merci. Merci aux membres de notre comité de travail Signes vitaux 2022. C'est important ici de noter qu'on a les données, on est capable d'accéder à les données existantes, mais c'est important aussi d'aller prendre le pouls de ce qui se passe sur le terrain, puis de complémenter nos données quantitatives aussi avec une appréciation qualitative de ce qui se passe, des enjeux qui sont vécus. Et pour ça, on a mis sur pied un comité de travail pour nous accompagner, pour s'assurer qu'on n'ait pas des angles morts dans notre étude. Alors, je veux nommer les personnes dont les connaissances, l'expérience ont permis de bonifier le rapport puis de lui donner vraiment, de le rendre plus concret, plus vivant, plus près de la réalité. Alors, il y a Alison Abrego de Fondation Filles d'Action. Est-elle ici? Je ne sais pas. Bon, peut-être que je vais nommer tout le monde, puis on applaudira à la fin. Sonia Halimi de Down Canada, Monica Dunn de la table de concertation en violence conjugale de Montréal, Justine Gendron de la table de concertation en violence conjugale et agression à caractère sexuel de Laval,
et Catherine Lavarenne du Conseil québécois LGBT. Alors, merci beaucoup à vous 6-5. On veut aussi remercier Michel Sapaz du mouvement pour mettre fin à l'itinérance à Montréal, Isabelle Gélina du Y des femmes de Montréal et Asma Ibnou Zahir de l'Institut F qui ont aussi offert leurs précieuses perspectives et commentaires pour renforcer le rapport. Et donc, en terminant, je veux laisser la parole à deux personnes très, très importantes pour nous à la Fondation du Grand Montréal qui vont venir vous parler d'une initiative philanthropique qu'on a lancée il y a un an qui est très importante pour nous. C'est un cercle philanthropique qui est dédié à l'enjeu, à la cause des femmes et des filles. Alors, sans plus tarder, je vous présenterai Cathy Fazel, qui est présidente de la Fondation du Grand Montréal, et Déborah Shannon Trudeau, et qui a de multiples chapeaux, donc je ne commencerai pas à les nommer tous, mais qui est une amie très, très proche depuis très longtemps de la Fondation du Grand Montréal, qui vont venir vous parler du Fonds pour les femmes et les filles du Grand Montréal. Merci. Alors, bonjour à toutes et à tous. Mon nom est Cathy Fazel, je suis présidente du conseil d'administration de la Fondation du Grand Montréal. Welcome and good morning. I am very happy to be here with you today. I'm president of the board of the Foundation of Greater Montreal, and I'm very proud to be speaking to you about some of the great initiatives and the work that we're doing here at the FGM. Avant que l'Institut du Québec vous présente les principaux constats du rapport Sinvito 2022 sur la situation des femmes et des filles du Grand Montréal, nous aimerions vous glisser un mot sur le fonds collectif Femmes Action Montréal à la FGM, que nous appelons le fonds Femmes FAM. Nous sommes heureuses de vous voir ce matin en si grand nombre et nous offrons un accueil chaleureux aux membres, aux donateurs et aux donatrices du Fonds Femmes qui sont avec nous en personne et en virtuel. Un grand merci pour votre soutien et votre leadership au service de cette cause. Je vous présente maintenant ma collègue Deborah Shannon Trudeau, qui préside le comité consultatif du Fonds collectif Femmes Action Montréal et qui vous en dira plus. Merci, Cathy. And a warm welcome to all. Thank you so much for coming on this beautiful sunny day in Montreal. Rien qui nous arrête pour venir entendre cette présentation ce matin. Alors, comme Cathy a dit, je m'appelle Deborah Shannon Trudeau et I am the chair of the committee for the Women's Impact Montreal Fund, better known as Fonds Femmes, FAM. I'd like to extend a warm welcome to all those who've come, all the members and donors who have contributed so much to make this fund such a fabulous initiative since the launch. Some of you are here in person, but we also have quite a few virtually, and I'm sure we have quite a few virtually given the beautiful weather this morning, right? Je suis très fière de vous parler de Fonds Femmes. Et premièrement, c'est une initiative sous la bannière de la Fondation Grand Montréal, ce qui est très important. Et en plus, c'est géré par l'équipe de la Fondation Grand Montréal. Alors, tout ça est pour destiner au bien-être des femmes et des filles dans notre communauté. Ce fonds collectif est, entre autres, né du constat que les organismes de bienfaisance qui œuvrent directement auprès des femmes et des filles reçoivent une part infime du financement disponible, moins de 2% des dons philanthropiques selon une estimation récente. Seulement 2%. Alors, le Fonds Femmes, nous avons voulu changer ça et on a beaucoup de travail à faire. Comme vous le savez déjà, avant même d'avoir pris connaissance des données consignées dans le rapport des signes vitaux, à bien des égards, la situation des femmes et des filles du Grand Montréal est difficile. Et je dirais même, c'est un immense défi. Les besoins sont là et puis c'est pour ça que le Fonds Femmes a été créé. Beaucoup trop de Montréalaises sont victimes de crimes violents, notamment violences sexuelles et conjugales. Et avec la pandémie, plus de femmes ont été confrontées à la pauvreté et à l'isolement. Leur santé mentale en a aussi pris un coup. Le Fonds Femmes est l'initiative d'un groupe de femmes bénévoles issues de tous les domaines dans le Grand Montréal.
engagé et déterminé à mobiliser le milieu philanthropique et l'ensemble de la collectivité pour améliorer la qualité de vie des femmes et des filles de notre communauté. Le Fonds Femmes prend la forme d'un cercle de donatrices et de donateurs. Il s'agit d'une forme de philanthropie collaborative où chaque personne contribue à un fonds partagé, mais participe également à un exercice collectif visant à choisir comment distribuer les fruits et en faire résonner l'impact dans la communauté. Nous avons toutes et tous un rôle à jouer pour répondre aux besoins exprimés par le milieu et rendre notre communauté plus juste et plus égalitaire. Avec le Fonds Femmes, notre objectif est d'offrir un soutien concret aux organismes de bienfaisance qui travaillent au quotidien à élaborer et à mettre en œuvre les services et les solutions qui permettent aux femmes et aux filles du Grand Montréal de s'épanouir, de prendre leur place et de vivre dans un environnement plus sain et plus digne. Voilà, à mon tour. On fait une collaboration, hein, les femmes? Alors, cette initiative a commencé à peine 1 an. Alors, c'est tout nouveau et nous comptons plus de 100 membres déjà dans cet cercle de donateurs et ils ont vraiment contribué à l'initiative au lancement. Mais ce n'est qu'un début parce qu'on veut vraiment faire davantage. Notre objectif est vraiment de croître ce fonds pour qu'on puisse vraiment contribuer et faire grandir les dons et afin aussi de faire un plus grand impact dans notre communauté. En mars, nous avons identifié 9 organismes en cette première année et on va partager 250 000 $ afin de répondre aux besoins des femmes et des filles du Grand Montréal dans le domaine de la santé mentale, de la lutte contre la violence, de l'employabilité et de l'entrepreneuriat. Ces organisations soutiennent aussi les personnes issues de la diversité et des communautés LGBTQ. En faisant croître ce fonds, nous pourrons donner plus à plus d'organisations et à chaque année, et donc rejoindre davantage des femmes. Nous vous invitons, femmes et hommes, à devenir membres de ce fonds à votre tour, et si ce n'est déjà pas fait, if you are not a member yet, please consider joining this exciting project. It really is the gift that keeps on giving. Vous pouvez le faire ou obtenir plus d'informations sur le site web de la Fondation. Alors, je vous invite à regarder ça et je vous remercie infiniment pour votre générosité. It's the gift that keeps on giving. Alors, merci. Je vais juste conclure en disant qu'ensemble, nous pouvons avoir un impact pour améliorer la situation des femmes ici même dans notre communauté. Et grâce à cette nouvelle édition des signes vitaux, nous pourrons maintenant mieux comprendre ces enjeux, prendre la mesure des solutions qui s'imposent et mobiliser notre communauté pour les atteindre. Alors, merci de votre soutien et je passe la parole à l'Institut du Québec. Merci. Bonjour tout le monde, merci d'être venu dans ces conditions-là. Ça nous fait grand plaisir aujourd'hui de vous présenter les résultats de l'étude qu'on a faite pour la Fondation du Grand Montréal. D'ailleurs, juste dire que c'est très personnel, mais c'est une équipe exceptionnelle, puis c'est un grand honneur pour nous de travailler avec eux pour les signes vitaux. On l'a fait à l'édition précédente, on le fait là, puis c'est tellement des objectifs auxquels on adhère comme organisation aussi à l'Institut du Québec que ça nous touche beaucoup. Puis comme individus, ils sont fantastiques. Alors, merci de nous donner cette opportunité. Alors, on va vous présenter les principaux résultats. Mon collègue Daïd Zalo, c'est vraiment lui, le maître d'œuvre à l'Institut du Québec du rapport des signes vitaux. Donc, c'est surtout lui qui va pouvoir répondre à vos questions. Mais on le fait en équipe et donc, on va vous présenter ça en duo aujourd'hui. Je pense que la première étape, c'est de vous expliquer comment on a procédé. On a décidé les thématiques ont été grandement déterminées par la Fondation avec le groupe de travail. Donc, le groupe de travail a été fondamental dans toute la démarche dès le début. Et c'est très différent de ce qu'on fait d'habitude parce qu'au lieu de présenter des données agrégées pour l'ensemble de la population, on a fait exactement le contraire. Donc, on est allé essayer de voir qu'est-ce qu'il y a derrière les données globales quand on parle de la situation des femmes parce que c'est extrêmement différent selon le groupe auquel on appartient. Et donc, la granularité qu'on essaie d'aller chercher, c'est un défi parce que les données souvent n'existent pas pour certains groupes, pour certaines dimensions spécifiques, mais ça a été le grand défi de ce rapport-là. Puis je pense qu'on a réussi à le faire de façon
assez pertinente et rigoureuse. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a 3 grandes thématiques: les violences faites aux femmes et aux filles, la santé mentale, l'intégration au travail et les conditions de travail. Et on a ciblé 9 sous-groupes. Donc, ils sont affichés à l'écran. Je peux les lire. Les personnes LGBTQ2S+, les femmes autochtones, les personnes en situation de handicap, les femmes immigrantes, les femmes racisées, les mères monoparentales, les femmes en situation d'itinérance, les filles, les adolescentes et les femmes aînées. Donc, ça vaut la peine de lire parce que tous les chapitres après sont vraiment divisés pour chacun de ces groupes. Alors, comment on a fait? Premier réflexe, nous, on est des économistes, puis on ne jure que par des banques de données de Statistique Canada ou de l'Institut de la statistique du Québec. Donc, on commence toujours par ces données-là parce qu'on sait qu'elles sont standardisées, qu'il y en a des séries chronologiques qu'on peut se comparer à d'autres. Mais c'est sûr que le recensement nous a été très utile. Donc, on a le recensement de 2016, puis là, on a les données du recensement de 2021 qui commencent à sortir. Donc, quand c'était possible, on l'a aussi utilisé. Et on a dû aussi travailler avec beaucoup d'autres enquêtes qui sont faites, puis beaucoup de documentation qui sont faites par d'autres organisations qui représentent les différents groupes. Et on a dû ajouter aussi des rencontres individuelles pour pouvoir compléter puis bien comprendre les problématiques aussi plus vécues sur le terrain, puis s'assurer que les données qu'on mettait de l'avant étaient représentatives des défis, des enjeux vécus. Donc, on remercie nous aussi beaucoup le comité de travail qui nous a éclairés, guidés, alimenté pendant tout le long du processus. Dave, veux-tu complémenter? Oui, effectivement. Peut-être juste pour complémenter, Karel l'a dit tout à l'heure, ça a vraiment été fait avec un comité de travail. Comme tu le disais, Mia, je ne citerai pas toutes les personnes. Ils nous ont permis d'avoir accès parfois aussi à des données qui n'étaient pas connues pour l'instant. Si je pouvais citer juste un exemple, Catherine Lavarenne, qui nous a permis de discuter avec l'UQAM, qui nous a donné certaines données d'un rapport à sortir. Donc, on leur dit vraiment merci beaucoup sur la situation des femmes de la diversité sexuelle. Donc, c'est le genre de choses que l'on a pu faire. Puis, je ne peux pas ne pas prendre la parole sans remercier Marion, qui a été ma partenaire de travail pendant les 4-5 derniers mois. Ce que vous voyez là, c'est quand même un long travail qui a été fait, de données qu'on a cherchées, qu'on a mises à jour. Merci Marion. Et aussi citer une de nos collègues, une des personnes avec lesquelles on a travaillé à l'Institut qui n'est pas là, qui s'appelle Dina Husseini, qui a aussi participé à ce travail-là. Donc, ça a été ça, ce processus de travail ces derniers mois. Alors, avant de commencer avec les 3 thématiques, je veux juste faire rapidement un petit portrait de la démographie féminine du Grand Montréal pour situer un peu où est-ce qu'on est. Et donc, la population féminine, c'est 49 de l'ensemble de la population, mais derrière ça, ce n'est pas pareil dépendamment des groupes d'âge. Donc, chez les jeunes, les femmes sont un peu moins nombreuses, puis chez les femmes aînées, elles sont plus nombreuses que chez les hommes, notamment à cause de la longévité. Donc, c'est un portrait global qui a l'air d'être 50-50, mais ça ne se répartit pas de la même façon selon les groupes d'âge. 25 des femmes autochtones du Québec résidaient dans le Grand Montréal, selon les dernières données du recensement. Donc, elles sont majoritairement à l'extérieur du Grand Montréal, ce qui est tout à fait l'inverse pour la situation des femmes immigrantes et des femmes racisées qui sont majoritairement à Montréal, dans le Grand Montréal. Et 24 donc, des femmes dans le Grand Montréal sont des immigrantes. On ne le réalise pas, mais c'est le quart des femmes dans le Grand Montréal qui sont issues de l'immigration et qui sont des personnes racisées. Et elles sont à 85 86 à Montréal. Puis, quand on regarde aussi, quand on se compare aux autres villes, parce qu'on ne va pas tout dire ici ce qu'il y a dans le rapport, mais quand on regarde Montréal, Toronto, bien, il y a 2 fois plus en proportion de la population. Ce n'est pas 25 des femmes qui sont issues de l'immigration, c'est plus proche de 50 Donc, ça donne quand même un ordre de grandeur de voir c'est comment ailleurs, puis c'est comment dans le reste du Québec. Et donc, pour le groupe, pour toutes les personnes qui sont issues de la diversité sexuelle, ça aussi, c'était beaucoup plus difficile d'avoir de l'information. Puis on en a eu par Statistique Canada, mais il faut faire attention avec l'interprétation des données parce que c'est ce que les gens déclarent puis sont à l'aise de déclarer. Donc, le taux de non-réponse, des fois, pour cette question-là, est très élevé. Mais ce que les données disent, c'est qu'il y a environ 100 000 personnes qui considèrent qu'elles sont, un peu plus que 100 000 personnes qui sont issues de la diversité sexuelle. Finalement, les personnes en situation de handicap ici, on voit les données. 1 personne sur 5 environ à Montréal présente une situation de handicap. Ça peut être physique, mental, grave, sévère, léger. C'est plus élevé chez les femmes que chez les hommes. Et voilà, vous voyez la comparaison avec l'ensemble du Québec. Puis c'est sûr que ça a l'air beaucoup. Je pense qu'on ne s'attendait pas à avoir un taux aussi élevé, mais c'est tout un spectre de types de handicap qu'il y a derrière ça. Puis au niveau des femmes monoparentales, il y en a 3,5 fois plus que d'hommes. C'est quand même beaucoup quand on sait tout ce qui va avec ça, les difficultés, les impacts sur le revenu, la charge mentale, etc. Donc, pour nous, c'était quelque chose qu'il fallait faire ressortir.
En 2018, on dénombrait environ 1000 femmes en situation d'itinérance visible dans les régions administratives de Montréal, Montérégie et Laval. Ça, pour vous donner un ordre de grandeur, c'est environ le quart de l'ensemble des femmes en situation d'itinérance au Québec. Au début du millénaire, depuis le début du millénaire, on voit que les jeunes femmes sont en diminution dans la proportion de l'ensemble des femmes. Elles sont moins présentes que les garçons, puis c'est exactement l'inverse pour les aînés qui sont en forte augmentation à cause de la cohorte des baby boomers qui vieillit. Alors, ça fait le tour pour ma partie. Je laisse mon collègue vous présenter les thématiques. Merci beaucoup, Mia. Donc, comme disait Mia, c'était important, avant de regarder vraiment les thématiques qu'on a choisies, donc les violences faites aux femmes et aux filles, la santé mentale et puis les conditions de travail, d'avoir une idée démographique de la situation de ces personnes-là dans le Grand Montréal. Une fois que cet exercice-là a été fait, on est effectivement en premier lieu allé voir ce qui se passe au niveau des violences. Puis vous l'avez dit tout à l'heure, c'est quelque chose auquel on s'attendait. En général, on savait que les femmes étaient beaucoup plus victimes de violences que les hommes, proportionnellement parlant, et surtout beaucoup plus victimes de violences sexuelles et de violences conjugales. On a pu le voir dans les données à travers ce que présente le ministère de la Sécurité publique du Québec et on s'est rendu compte de certaines statistiques à tomber par terre que l'on a présentées et qui permettront de pouvoir mieux comprendre ce phénomène-là et de pouvoir mieux agir contre ces phénomènes-là. Et quand on regarde plus précisément les données, on se rend compte qu'au Québec, 6 fois plus de femmes sont victimes d'agressions sexuelles que les hommes. 6 fois plus de femmes. On s'en rend compte que c'est un phénomène qui est assez grave et à travers le temps, on voit que le nombre de déclarations, parce que là, on voit vraiment des déclarations d'agression sexuelle à la police, donc ce n'est pas forcément toutes les femmes qui en ont été victimes, et ça aussi, il faut le comprendre, qui le déclarent, mais qui a une augmentation. Et l'une des raisons, on pense, pour lesquelles c'est une augmentation, puis on le voit dans ces rapports-là, c'est que la parole s'est libérée d'une certaine manière, et aujourd'hui, il y a encore de la difficulté, c'est très clair, mais les femmes déclarent plus les agressions sexuelles qu'elles subissent. Et une autre donnée qui est extrêmement grave à mon avis, c'est que dans 8 cas sur 10, ces agressions sexuelles-là sont du fait d'une personne que ces femmes-là connaissent, que ces femmes et ces filles-là connaissent. Donc, c'est quelqu'un qui est de la famille, ça peut être un parent proche, ça peut être aussi quelqu'un qui est dans le cercle amical. Donc, c'est quand même des personnes que l'on connaît dans ce genre de situation-là. Et quand on continue, on a essayé de le voir au niveau de certaines intersectionnalités. On sait que les femmes subissent plus d'agressions sexuelles et le déclarent que les hommes. Mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur des sous-groupes? Et quand on regardait dans les sous-groupes, là aussi, il y avait des différences. Et à travers les données, on a vu que les femmes qui étaient issues de la diversité sexuelle, les femmes qui sont issues des communautés autochtones, et les femmes qui sont avec incapacité étaient les femmes qui étaient le plus susceptibles de subir une agression sexuelle et de le déclarer à la police. Et donc ça permettait de voir que dans tous les sous-groupes, la situation n'était pas pareille pour tout le monde. Et si on regardait quelques données, les jeunes femmes, on parlait des jeunes femmes, on parle de femmes et de filles, les jeunes femmes en matière d'agression sexuelle, en matière de violence subie, sont celles qui étaient le plus susceptibles de les vivre. On voyait que plus l'âge avançait, plus les personnes qui déclaraient des agressions sexuelles étaient moins importantes. Donc ça, c'est un fait à savoir quand on regarde ce genre de données-là. Et chez les aînés aussi en 2019, 7% des personnes aînées déclaraient, parce que là c'est une question de déclaration, ce n'est pas forcément une question d'avoir vécu de la violence, déclaraient avoir vécu des violences dans les dernières années. Et les femmes, dans ce cas-là aussi, étaient beaucoup plus importantes que les hommes à le déclarer. En matière de violence, le constat a été de voir que oui, les femmes subissent plus de violence que les hommes, et c'est très dommage de constater ce genre de choses en 2022. Puis ces femmes-là aussi, quand elles subissaient de la violence, c'était beaucoup plus par des personnes qu'elles connaissaient. Une statistique que l'on n'a pas mis ici, mais une personne sur deux, un féminicide sur 2 au Québec en 2019 était réalisé dans une relation conjugale. Donc, les femmes étaient tuées par leur conjoint, par leur mari. Et donc, ça, c'est vraiment triste à le constater. Et une étude de l'Université de Sherbrooke aussi, à laquelle on a eu accès, mais qui n'est pas dans nos faits saillants ici, disait qu'en matière de violence, une femme sur 5 dans le Grand Montréal déclarait en 2020 avoir subi de la violence de la part de son conjoint. Donc, ce n'est pas des violences qu'elle disait à la police, mais c'était vraiment ce qu'elle subissait dans leur quotidien. C'est le genre de constat que l'on pouvait faire en matière de violence. Et ensuite, après avoir vu les violences, on a parlé de santé mentale.
un enjeu extrêmement important dans nos sociétés et qui est de plus en plus présent. Et en matière de santé mentale aussi, quand on comparait les femmes aux hommes, on se rendait compte que là aussi, malheureusement, le constat était beaucoup plus difficile, le constat était beaucoup plus grave chez les femmes. Deux phénomènes que l'on a pu voir à travers le temps. Le premier, c'est oui, les femmes présentent une santé mentale qui semble moins bonne que les hommes dans leur vie quotidienne, mais c'est aussi qu'on a des données de 2015 et de 2020 que l'on présente qui étaient les plus récentes au moment où les données étaient disponibles, où on voyait que cette santé mentale-là se dégradait aussi à travers le temps. Donc, c'est les deux constats que l'on pouvait faire qui montraient que malheureusement, en matière de santé mentale, les femmes étaient moins bien loties que les hommes. Et quand on regarde ces données-là de manière un peu plus... Hein? C'est tout petit à voir. C'est petit, mais bon, vous avez le rapport, vous pourrez le lire en détail. Comme je le disais, c'est qu'à travers le temps de 2015 à 2020, ce qu'il faut retenir, la santé mentale, les troubles de l'humeur qui sont beaucoup plus importants, la qualité de vie se dégrade pour les femmes. La COVID-19 est un peu passée par là, donc c'est des données 2020, la COVID commençait, mais par rapport aux hommes aussi, leur situation est bien moins reluisante. Donc c'est un peu ce que l'on pouvait voir. Et là aussi, quand on va dans ces sous-groupes-là, on se rend compte que pour les différents sous-groupes, minorités sexuelles, femmes issues des communautés autochtones, femmes issues de l'immigration et racisées, le constat était beaucoup plus grave que la moyenne des femmes en général. En 2017, c'est 62% des femmes autochtones qui estimaient avoir une santé mentale bonne ou assez bonne, et chez les hommes, c'était beaucoup plus. Quand on le regarde par rapport aux femmes en général, les femmes en général, c'était de manière beaucoup plus importante. Le PICO 3, quand on regarde les femmes issues de la communauté LGBTQ, 52,8% des femmes issues de la communauté LGBTQ estimaient que leur santé mentale était moins bonne qu'avant la pandémie. Donc, c'est un constat où chez les femmes, en moyenne, ce constat-là était beaucoup plus grave. Et quand on regarde les personnes en situation d'itinérance, 35% des personnes en situation d'itinérance avaient des enjeux de santé mentale déclarés, donc avec ces enjeux de santé mentale-là. Et même, à un moment donné, on a discuté avec le mouvement pour mettre fin à l'itinérance à Montréal, qui nous expliquait que au-delà de ces chiffres-là qui sont déclarés, c'était quasiment 9 femmes sur 10 qui, leur santé mentale, d'une manière ou d'une autre, qui vivaient dans la rue, étaient affectées négativement. Donc, c'est des chiffres qui sont quand même importants et c'est des chiffres qui sont graves. Il faut prendre en considération ces différentes situations-là pour pouvoir adresser le problème. C'est un peu... Et si on continue... Oups. Et si on continue à regarder d'autres sous-groupes, comme le disait Mia tout à l'heure, notre rapport est quand même assez gros. On aurait voulu vous présenter tous les chiffres ici, mais je pense que ça aurait pris 2-3 heures. Donc, on a vraiment choisi quelques rapports, quelques données à vous présenter. En matière de visite aux urgences pour des problèmes de santé mentale, les jeunes femmes au Québec et dans le Grand Montréal sont malheureusement les plus importantes à vivre des situations graves. Et puis, au niveau des personnes âgées aussi, on se rendait compte que là, des personnes aînées, pardon, que les femmes aussi avaient beaucoup plus d'enjeux de santé mentale. Très rapidement, c'est un peu ce que moi, je voulais vous présenter. Je pense qu'il y a des questions tout à l'heure, mais Mia pourra vous parler aussi de quelques constats en matière de conditions de travail. Notre dernière thématique, tenez bon, c'est beaucoup de données, beaucoup de chiffres, mais on finit avec ça. Puis le marché du travail, les conditions de travail, et c'est quelque chose qu'on suit de très près à l'Institut du Québec. Et donc, pour vous donner une perspective un peu plus historique de la situation des femmes sur le marché du travail, on vient de loin, on vient de très loin. Les écarts étaient énormes. Ils sont beaucoup diminués, mais ça stagne un peu depuis quelque temps, surtout au niveau de la rémunération. Donc, en termes de taux d'emploi, il y a une forte amélioration, notamment pour deux principales raisons. Nos politiques familiales au Québec qui ont beaucoup soutenu la participation des femmes au marché du travail. Nos services de garde qui étaient initialement conçus pour le développement des enfants, mais qui ont surtout bénéficié aux femmes comme pour accéder au marché du travail. On le voit dans les données que ça a un effet parce que le taux d'emploi des femmes est beaucoup plus élevé au Québec, par exemple, que dans les autres provinces canadiennes. Ensuite, au niveau de la rémunération, là, on voit un grand défi parce que depuis à peu près une décennie, c'est comme si on a plafonné dans les gains. Il y a comme un écart de 10 % qui persiste, indépendamment qu'on tient compte évidemment du fait que les femmes travaillent un peu plus à temps partiel qu'à temps plein, tout ça, mais même pour la même heure de travail, cet écart de 10 %-là, il semble coller, puis c'est comme si on a atteint un peu la limite de nos politiques
publiques puis nos politiques organisationnelles, puis il va falloir trouver des nouvelles solutions. Puis l'autre élément qui explique aussi ce rattrapage-là, c'est la scolarisation. Les femmes avaient un retard de scolarisation beaucoup plus important par rapport aux hommes, puis le rattrapage a été fait et même plus. Mais malgré cette scolarisation, les écarts de revenus aussi restent. Donc, on aurait pu penser que vu que les femmes sont plus diplômées, ça aurait changé la donne, mais clairement, les données les plus récentes montrent que ce n'est pas le cas. Et encore une fois, derrière ces données-là plus générales, on voit aussi que les femmes immigrantes, les femmes racisées, par exemple, ont un taux de chômage qui est 2 fois plus élevé que les femmes nées au Canada. On voit aussi que les personnes issues de la diversité sexuelle, là, je passe à la prochaine diapo. OK, parfait. Pour 50 % d'entre elles disent qu'elles ont vécu des obstacles au cours des 5 dernières années sur le marché du travail. C'est énorme, là. On est presque à 60 % que leur situation leur nuit par rapport aux femmes aux autres femmes. Et donc, ça, pour nous, c'était quelque chose d'assez important. C'est légèrement plus élevé à Montréal que dans le reste du Québec, mais de manière générale, c'est une donnée qui est inacceptable. Ensuite, pour les femmes en situation de handicap, il y en a 20 %, donc presque 1 sur 5, qui estiment avoir été discriminées au travail à cause de leur situation. Donc, c'est les principaux constats qu'on voulait mettre de l'avant aujourd'hui. On pense que ça vous donne un peu l'esprit du document, puis de comment c'est fait, quelles données ils sont. Puis le but de ce rapport-là, c'est d'outiller les différents groupes, les personnes qui veulent en savoir plus. Et donc, tout est dans le rapport. Puis si vous avez des questions, on est là pour y répondre aussi au mieux de nos connaissances. Merci. – Merci beaucoup, Mia et Dai, pour cette. Vous pouvez vous asseoir, hein, c'est bon. Avant de passer aux questions, peut-être une observation. C'est une étude, moi, qui me touche particulièrement parce que ma conjointe et moi avons tous deux été élevés par des mères monoparentales, puis donc qui ont dû soit travailler de nuit ou bénéficier du filet de sécurité sociale de l'État à d'autres moments. Puis s'il n'y avait pas eu des politiques publiques qui avaient été mises en place dans les années 60-70 pour soutenir les femmes d'abord, mais ensuite les femmes monoparentales, probablement que j'aurais été dans une situation de pauvreté, ma conjointe aussi, puis on ne serait même pas devant vous aujourd'hui, je ne serais pas devant vous aujourd'hui. Donc soutenir les avancées des femmes de manière générale, c'est aussi soutenir tout ce que les femmes créent et qui vont permettre à des enfants, mais aussi à d'autres, après ça, de faire des progrès. Puis malheureusement, on parle beaucoup de développement économique, puis on est toujours en train de regarder de quelle façon est-ce qu'on va créer la richesse. Puis on ne se rend pas compte qu'une grande partie de cette richesse-là, c'est une richesse humaine qui est créée en partant dans les familles puis dans les milieux de vie. Et ces milieux de vie-là sont souvent soutenus tenus, je devrais dire, à bout de bras par des femmes qu'on pense dans notre système d'éducation, de santé. Et ça m'a toujours fait rire, moi, de dire que le chauffeur d'autobus qui amène, le chauffeur d'un camion qui amène les chips et la liqueur dans un dépanneur, il est considéré comme un créateur de richesse, mais le chauffeur d'autobus qui amène les enfants à l'école, lui, est considéré comme quelqu'un qui dépense la richesse. Alors que, comme une enseignante et quelqu'un qui a un rôle très, très important pour créer la richesse, probablement plus important encore que beaucoup de gens dans d'autres secteurs, et pourtant, on ne les considère pas comme des créatrices de richesse. Donc, c'était fait mon petit éditorial qui n'est pas dans l'étude, mais simplement pour rendre hommage là, au fait que la création de la richesse au Québec, ça passe beaucoup aussi par le travail des femmes, puis souvent un travail qui est informel, qui n'est pas reconnu. Une autre chose que je voulais vous dire avant de passer à la période de questions, c'est qu'à la Fondation du Grand Montréal, ce qu'on essaie de faire avec ces études-là, avec l'Institut du Québec, c'est on veut en amont travailler avec le milieu à identifier les enjeux, comprendre quels enjeux doivent être discutés, puis comme je vous disais tout à l'heure, vraiment aller prendre le pouls de la communauté, puis ensuite produire des études qui vont permettre en aval d'influencer le travail des acteurs sur le terrain, mais aussi des décideurs publics du milieu philanthropique. Et donc, ce qu'on veut vraiment, c'est que ça serve en amont à exprimer ou amplifier les enjeux qui sont soulevés par la communauté, puis en aval à essayer de régler ces enjeux-là. Donc, on espère que nos signes vitaux dans les prochaines années vont continuer de jouer ce rôle-là qui est très, très important. Sur ce,
J'imagine peut-être que vous avez des questions brûlantes. Ça prend toujours une personne pour briser la glace. Est-ce qu'il y a une personne courageuse derrière là? Bonjour, Jennifer Petrella de Mentorat Québec. J'aimerais savoir si vous avez prévu de renouveler les données sur une base annuelle ou autre dans les années qui suivent. Ça, c'est pour moi, celle-là. C'est une excellente question. Probablement, certainement pas sur une base annuelle parce qu'il faut laisser le temps aux données d'arriver. Comme on dit, par exemple, les données de statistiques du recensement sont en train de sortir. Ce qu'on prévoit, par contre, c'est en 2026 de produire un signe vitaux qui va faire état de l'ensemble des enjeux du Grand Montréal. On en a fait un en 2020 qui faisait une rétrospective de 2000 à 2020 de différents enjeux. Donc, à ce moment-là, en 2025-26, on va avoir la totalité des données du recensement. On va avoir des données post-pandémie qui vont être importantes aussi, parce qu'en ce moment, les données qui sortent sont des données qui sont pendant la pandémie ou un petit peu avant, puis parfois un peu après. Donc, on va se donner le temps de pouvoir prendre des données qui vont être des données probantes au moment où on va avoir traversé la pandémie, puis on va pouvoir mesurer le monde d'après, si on peut dire. Voilà, c'est ça. Autre question? Est-ce qu'on en a dans le chat? Bonjour, Thibaut Camara, Ville de Montréal. Donc, félicitations pour le rapport, ça nous fait plaisir d'être là aujourd'hui. J'aurais 3 questions sur les données. Par rapport aux données sur les violences faites aux femmes, est-ce que vous avez remarqué s'il y avait un effet entre les plaintes dans les postes de quartier et les plaintes sur les sites Internet? Et si vous étiez capable de géolocaliser les plaintes par poste de quartier, ça serait intéressant de savoir. Ma deuxième question, c'est sur les féminicides. Vu que vous avez une rétrospective, est-ce que vous avez vu un effet COVID, un effet COVID sur les féminicides? Et la troisième question, c'est sur l'intégration au travail, puis c'était la même question qui était dans le dernier rapport de l'IDQ sur l'immigration. Sur l'intégration pour les femmes, est-ce que vous voyez un effet de surqualification des femmes à l'emploi? Allez-y. Merci beaucoup, Thibaut, pour la question. Pour les questions, je vais essayer de faire travailler ma mémoire pour me rappeler des 3 questions, mais la troisième, Mia, je vais te la laisser. Pour la première question sur les postes de quartier, en fait, au départ, nous, ce que l'on voulait faire, c'était de montrer une réalité assez globale de ce qui se passe dans le Grand Montréal et au Québec. Donc, oui, on avait parfois des données sur les postes de quartier, mais ne pouvant pas réconcilier l'ensemble des données et voulant vraiment présenter une perspective région métropolitaine de Montréal, on est plus allé avec des données provinciales et des données de RMR. Donc, on n'est pas allé regarder dans les données de postes de quartier précisément. Mais ce qu'il faut aussi savoir, c'est que les dernières données disponibles sur les enjeux de féminicide, officiellement sur les différentes bases de données du gouvernement, datées de 2019 et pour certaines de 2020. Donc, on n'a pas encore les effets officiellement de la pandémie, mais il y a certaines études qui commencent à sortir et qui seront publicisées sous peu. L'Université de Sherbrooke en a fait une il n'y a pas longtemps, c'était dans les médias il y a quelques jours, mais le rapport final devrait sortir en juin. Et là, on commençait à voir quelques effets. Par exemple, au niveau des déclarations de femmes qui ont vécu de la violence conjugale, il y avait il y avait des effets à la hausse. Donc, à ce niveau-là, on pourra probablement constater dans 2 ans, quand les données officielles seront présentes, sûrement un effet de la pandémie sur les violences sexuelles. Pour la deuxième question qui était... C'est ça, c'est l'effet COVID. Donc, les données ne sont encore... On a un sentiment. Il y a des études qui commencent à sortir, mais on est un peu trop tôt pour pouvoir le dire de manière officielle. Même chose pour la surqualification. On a des données qui montrent, mais elles ne sont pas de 2022. C'est beaucoup plus loin que les immigrants sont effectivement plus surqualifiés que les personnes nées au Canada. Puis c'est de mémoire, puisqu'on a déjà fait un rapport spécifiquement sur cet aspect-là, plus marqué à Montréal qu'à Toronto et dans les autres grandes métropoles canadiennes, le phénomène de surqualification, parce que c'est aussi lié au fait qu'on fait une sélection des immigrants basée sur le fait qu'il y a un niveau de scolarisation plus élevé. Mais quand on regarde le portrait de notre économie, puis surtout de nos postes vacants, on voit qu'il y a environ 60% des postes affichés en ce moment sur les 260 000 qui requièrent soit pas de diplôme, soit un diplôme secondaire là, ou faiblement, ou un diplôme de qualification inférieure à du collégial. Là. Donc, c'est sûr qu'il y a un clivage entre les deux, puis la surqualification est plus importante. À voir avec l'embellie récente là, en 2022, parce que c'est vraiment en 2022 que la situation des immigrants s'est améliorée. Il y avait une tendance de fond
de 2016-17, en même temps que l'économie était plus performante et qu'on a revu certains éléments de notre système d'immigration où est-ce qu'on passait plus sur les étudiants internationaux, les travailleurs temporaires pour faciliter le passage à l'immigration permanente, ça a eu un impact très positif. La pandémie a tout annulé ça, vraiment freiné ça. Les immigrants ont été beaucoup plus touchés que les personnes nées au Canada, comme les femmes d'ailleurs. Mais la reprise en 2022 est extrêmement encourageante. On voit le taux de chômage, il est rendu 3,7 pour les femmes. Il était 5,9 en moyenne l'an dernier, donc ça va mieux, mais à voir comment la surqualification, ça va être là-dedans. Est-ce que ça va diminuer ou ça va rester plus élevé? Il va falloir attendre un petit bout de temps encore. Elle touche les femmes et les hommes, oui. Peut-être si je peux rajouter quelque chose à ce que Thibault disait, c'est très important en matière de violence faite aux femmes de comprendre, et ça on l'a vraiment vu avec notre comité de travail, qu'il peut y avoir malheureusement de grandes disparités entre les violences qui sont déclarées et les violences qui sont vraiment subies aussi. Et donc, la plupart des données officielles que l'on a sont des données policières, mais il faut très clairement comprendre, et c'est dit dans le rapport, qu'il faut aller au-delà de ça pour savoir qu'il y a beaucoup plus de femmes, en général, qui sont victimes de violences au Québec et dans le monde. Merci beaucoup. Bonjour, Jeanne Robin de Vivre en Ville. Je me demandais, les données à partir desquelles vous avez travaillé, est-ce qu'elles sont géolocalisées? Est-ce que vous avez présenté les données de façon spatialisée par arrondissement ou par quartier à l'intérieur du Grand Montréal? Merci beaucoup pour la question. On a essayé de les géolocaliser, mais de manière beaucoup plus grande, géographiquement parlant, que des arrondissements. Quand on le pouvait, on a essayé de parler des régions administratives, qu'est-ce qui se passe sur l'île de Montréal, qu'est-ce qui se passe à Montérégie, donc à Longueuil, qu'est-ce qui se passe à Laval précisément. Mais le temps que l'on avait pour pouvoir aller chercher l'ensemble des données, surtout ce sont des données complexes, et parfois cette complexité faisait en sorte qu'elles étaient inexistantes, comme disait Mia, parce que si par exemple on veut aller chercher les violences commises contre les personnes issues de l'immigration dans l'arrondissement Saint-Laurent, c'est assez compliqué. Déjà, de les trouver à l'échelle de Montréal, c'est un défi. Donc, on était aussi limité par ce genre de situation-là parce qu'on voulait vraiment, pour l'ensemble des données présentées, aller chercher toutes les spécificités reliées aux différents sous-groupes. Ça, juste pour compléter, c'était déjà un défi énorme. Puis vous allez voir dans le document, des fois, il n'y a pas pour Montréal, on met le Québec. Des fois, c'est la région administrative. Des fois, c'est la région métropolitaine parce qu'on avait 9 sous-groupes qu'on a essayé pour lesquels on a essayé d'avoir des données systématiquement. Donc, c'est sûr que la géolocalisation est probablement par arrondissement possible pour certaines d'entre elles, mais pas pour la grande majorité. Merci. Monsieur? Oui, bonjour, Art Campbell du YMCA. Dans vos recherches, avez-vous fait état de l'offre pour soutenir les victimes de violences conjugales et également l'offre pour soutenir les auteurs de la violence conjugale pour transformer leur comportement? D'une certaine manière, merci pour la question. Déjà, avant de commencer, on va remercier aussi tout ce qui est YMCA parce que vous nous avez aidés. On a rencontré certaines personnes qui nous ont aidés à faire ce rapport-là. Merci pour ça. Et on ne présente pas de manière exhaustive l'ensemble de ce qui existe pour venir en aide aux femmes qui sont victimes de violences, mais on a dans le rapport certaines initiatives qui existent. L'Université de Sherbrooke, dans son étude à venir sur les violences conjugales, en présentait quelques-unes et nous ont permis très gracieusement de les partager déjà à l'avance dans le rapport. Donc, on a certaines initiatives, pas toutes. On a aussi discuté avec certains groupes et dans ce que l'on a pu mettre de l'avant, on a apporté certaines précisions qu'ils nous donnaient, mais c'était plus les initiatives qui existaient pour les personnes victimes de violences, pour les personnes qui sont autrices de violences. Et je rappelle que dans notre rapport, on voit très clairement que dans la très grande majorité des cas, que ce sont des hommes qui sont auteurs de violences sexuelles, de violences conjugales envers les femmes. Non, on n'a pas poussé la recherche plus loin que ça pour voir qu'est-ce qui existait en matière d'initiatives pour leur venir en aide. Mais aussi de façon
plus précise par rapport à est-ce qu'on l'a fait de façon exhaustive? Non, on a fait ressortir certaines initiatives, on s'est concentré sur les données, mais l'idée, c'est que les données permettent après de poursuivre des démarches comme celle-là, mais nous, ce n'était pas dans le cadre de notre rapport. Merci. On a une question derrière. Oui, j'y vais. Excusez-moi, Bonjour, Félix-Antoine Véronneau du Programme alimentaire mondial. Une question en lien avec votre présentation. Vous parliez des limites de nos politiques publiques actuelles au Québec pour contrer notamment les écarts entre les femmes et les hommes au niveau de la pauvreté et sur le marché du travail. Est-ce que vous avez identifié dans d'autres juridictions des politiques publiques qui nous permettraient de passer à un autre niveau? C'est une excellente question, mais on n'a pas été dans tout l'aspect des politiques publiques. J'imagine que c'est le but de produire ce rapport-là, c'est d'alimenter ce genre de discussion, de réflexion. Nous, on présente des données, puis on espère que ça va justement faire réagir, puis que des gens vont vouloir se renseigner sur c'est quoi les bonnes pratiques, puis comment on peut s'en inspirer au Québec. De manière générale, c'est pas vrai qu'on fait tout pas bien parce qu'il y a une baisse de la pauvreté. Il y a des améliorations, mais il y a encore d'importants défis. Puis c'est de voir là où on stagne, comment on peut s'améliorer, de cibler là où il y a vraiment, on juge que collectivement, c'est des enjeux prioritaires pour nous. Puis ça, on laisse ça à vous pour faire ça. On pense aussi que notre rôle, nous, comme fondation communautaire, on n'est pas nécessairement la légitimité pour faire des recommandations de politique publique dans tous les champs sur lesquels on intervient, là, que ce soit de la culture, l'environnement, développement social. On pense que la légitimité, elle appartient beaucoup au milieu lui-même de porter des recommandations de changement aux politiques publiques. Et donc, nous, ce qu'on va essayer de faire par notre action, c'est d'amplifier ces voix-là du milieu. Mais ici, quand on met ces données-là au jeu, on essaie de mettre des données qui vont servir d'appui à des gens qui vont aller réclamer des modifications aux politiques publiques. Donc, on arrive un petit peu en amont des recommandations comme telles parce qu'on pense que la légitimité est vraiment appartient au milieu lui-même. Ah oui, autre question? Oui, les gens qui nous suivent en ligne ont plusieurs questions. Je vais y aller successivement. Tout d'abord, est-ce que la violence chez les femmes pourrait être un sujet qui pourrait être étudié? Dans le rapport, on a quelques notes là-dessus, mais est-ce qu'on pourrait élaborer un peu sur l'enjeu de la cyberviolence? L'enjeu de la cyberviolence? OK. Oui, les violences faites aux femmes et aux filles sont très clairement un enjeu qu'il faut approfondir. Comme on le disait, nous, on a vraiment essayé de mettre de l'avant des données que l'on mettrait dans les mêmes des différents groupes communautaires, des différents acteurs publics qui pourraient les utiliser pour améliorer la situation. En matière de cybercriminalité, nous, de ce que l'on a vu, ça concernait aussi beaucoup les jeunes personnes. Donc, quand on a parlé aux différents groupes, c'est un enjeu pour les jeunes femmes. Les jeunes femmes, dans l'étude étant des personnes de 0 à 24 ans, c'est un défi qui est de plus en plus présent dans l'espace public, dans les écoles. Donc, avec toutes les autres difficultés que les jeunes femmes doivent affronter dans la vie, il existe la cyberintimidation. Donc, c'est quelque chose que l'on voit de plus en plus dans autant les agressions déclarées puis que les enjeux déclarés à la police que dans le vécu de tous les jours. Donc, oui, c'est un enjeu. Puis oui, il faudra par la suite que l'on puisse l'adresser d'une manière beaucoup plus importante. Ça nous dépasse. Qui va le faire, quand et comment, ça nous dépasse. Dans certains cas, hein, la limite, c'est qu'on doit aller chercher des données nouvelles. Donc, oui. Il va y avoir, et puis, ça va demander des travaux de recherche probablement par des universitaires pour aller justement faire cette… Colliger l'information. Exactement, exactement. Prochaine question. Y a-t-il des données sur l'évolution des secteurs d'emploi traditionnellement féminins ou masculins? Et si avec les nouvelles générations, ça évolue, ça se décloisonne? Bien, ça tombe bien, j'ai regardé ça il n'y a pas longtemps, ces données-là par secteur, hommes-femmes, la répartition. Puis, il y a très peu de mouvements dans la répartition hommes-femmes dans les différents secteurs, les grandes catégories. Les femmes sont plus représentées en santé, sont plus représentées dans le service, tout ce qui est commerce de détail, hébergement, restauration, etc. Les hommes sont plus représentés dans les secteurs avec des compétences en numératie, génie, mathématiques, etc. Donc, malgré tous les efforts de convaincre les femmes d'aller en sciences, en technologie, etc., de manière générale, il y a peu de mouvements dans la répartition de l'emploi.
Pendant que l'on trouve la prochaine question, je reviendrai peut-être sur celle qui nous a été posée par le Programme alimentaire mondial. L'un des aspects positifs, parce qu'il y en a quand même certains dans le rapport, quand on parlait de juridiction, en matière de travail dans les moyennes féminines, quand on se comparait par exemple à l'Ontario, à la Colombie-Britannique, on se rendait compte par exemple que le taux d'emploi des femmes était beaucoup plus important chez nous, donc une meilleure intégration au travail, taux de chômage beaucoup plus faible. Donc juste en matière de juridiction et qu'on regardait cela, c'était quand même l'un des points positifs. Mais quand on creusait puis qu'on regardait au niveau des femmes immigrantes, par exemple, il y avait de gros écarts qu'on a rattrapés et qui sont quasiment les mêmes aujourd'hui quand on compare les travailleurs immigrants du Québec, de l'Ontario et de la Colombie-Britannique. Puis si on prend un pas de recul puis qu'on se compare au reste de la planète, ben on est bon an, mal an. Le Québec, quand on regarde le taux d'emploi des femmes, on est soit dans le top 3, soit dans le top 5. Donc, il y a vraiment un modèle québécois aussi qui est intéressant pour ça. Merci. On me dit que finalement, il n'y a pas d'autres questions supplémentaires. Là-dessus, moi, je conclurais en faisant le lien aussi avec le Fonds Femmes Action Montréal. Je trouve ça très, très encourageant de voir que maintenant, il y a des femmes qui sont en situation de leadership, en situation de pouvoir, qui ont créé une initiative comme celle-là pour venir, pour soutenir les femmes et les filles dans le Grand Montréal. On a la chance d'avoir maintenant des modèles pour inspirer les jeunes femmes. On a ici Cathy, Déborah, mais aussi, on ne vous a pas fait la liste des 100 personnes qui se sont jointes à cette initiative-là. Mais sachez que ça comprend des personnes vraiment très, très connues, comme la mairesse de Montréal, Valérie Plante, ou la PDG d'Hydro-Québec derrière nous, Sophie Brochu, ou mon amie, la directrice de la santé publique, Mylène Drouin. Donc, des personnes qui sont très connues, très médiatisées, qui sont des symboles de leadership et qui ont choisi de se joindre à cette initiative-là, vraiment pour soutenir le bien-être et le progrès des femmes et des filles dans notre région. Donc, on en est très fiers. Là-dessus, je vous invite à rester avec nous parce qu'on a une petite activité réseautage, justement, des membres du Fonds Femmes, mais c'est ouvert à tout le monde qui est ici. Et merci beaucoup de vous être déplacés en espérant que cette étude-là va permettre de faire progresser les choses d'un pas de plus. Merci beaucoup. Merci.